Aujourd'hui, j'ai le goût de vous proposer, toujours dans mon observation de la nature humaine, une théorie, une hypothèse qui pourrait nous aider à voir peut-être un peu plus clairement l'expérience humaine. Alors suivez-moi, puis soyons ouverts d'esprit, on va voir où est-ce que ça va nous conduire. Dans ma dernière vidéo, vers la fin, j'avais parlé du concept de conscience localisée. Mais je pense que ce chapitre-là a été mêlé dans plein d'autres choses là, que j'ai peut-être un peu divagué un peu trop dans cette dernière vidéo-là. C'est un concept que je voulais vous parler depuis longtemps. Je vais faire un petit résumé là-dessus, mais d'abord, je vous parle des points pour aujourd'hui. Je veux également vous parler du voile de discordance. Je vous expliquerai c'est quoi tantôt. Et de l'expérience d'isolement qu'on vit sur Terre. Et après ça, on essaiera d'aborder certaines pistes pour nous faciliter la vie. Donc, petit récapitule rapide sur le concept de la conscience localisée. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on s'incorpore, c'est facile d'observer qu'on vient tous vivre la vie, expérimenter la vie d'un seul et unique point de vue qui est celui-ci. Notre conscience, elle est prisonnière de cette boîte-là. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a tous des perceptions différentes. C'est ce qui fait qu'on est constamment en confrontation avec les autres, à expliquer nos points de vue, à justifier nos idéologies lorsqu'elles sont différentes, etc. Et c'est ce qui nous amène aussi en instinct de survie. Parce qu'on est toujours en compétition, en dualité, en rivalité avec les autres. C'est le prix à payer pour avoir une conscience localisée. Mais moi, je suis persuadé, je l'ai mentionné souvent, qu'on est tous venus ici pour vivre cette expérience-là, justement, parce que c'est une expérience qui est unique. Nous, sur Terre, on pense que c'est la seule façon de vivre une expérience. Mais en fait, c'est le contraire. C'est une façon unique de vivre une expérience parce que lorsqu'on sort de notre corps, justement, et qu'on retourne à la source, encore une fois, en fonction des récits d'expériences de mort imminente, lorsqu'on est sorti de notre corps et qu'on retourne à la source, on se dit « Ah, c'est ça la vraie vie, c'est ça. Là, je me reconnais, là, je suis dans mon élément. Tout est plus réel que lorsque j'étais dans le corps. » Alors que nous, de notre corps, avec notre conscience isolée, on pense que la vie, c'est ça. On pense qu'on est, je veux dire, we're the thing, you know? On est l'être humain supérieur, l'être vivant supérieur sur la planète Terre et le monde se vit de notre point de vue, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Donc, lorsqu'on est sorti, lorsqu'on est décorporé, notre conscience est générale, et lorsqu'on retourne à la maison, notre conscience, elle va rejoindre la conscience collective. Alors, notre connaissance, elle est générale. Tout ce que les milliards de gens ont appris avant nous et apprennent au moment même, bien, on y a accès parce que notre conscience voyage. Où est-ce qu'on veut la mettre? Je ne sais pas si j'avais fait l'exemple, mais je vais vous la donner, ça. Je pense que je voulais le faire, mais j'ai oublié dans ma grande... dans ma grande improvisation la semaine passée, bien, il y a quelques semaines, ma dernière vidéo. Je pense que le fait que je pense que certaines espèces ont la possibilité, certaines espèces animales, d'être pluguées à une certaine conscience collective. Est-ce que c'est la conscience universelle de l'autre côté? Je ne croirais pas, je ne pense pas que c'est ça. Mais on peut observer des bancs de poissons des fois ou des oiseaux qui bougent tous en même temps. Hein? On voit ça, il y a des vidéos qu'on peut facilement voir, des balais d'oiseaux dans le ciel et tout ça, puis ils tournent tous ensemble. Ou simplement des oiseaux migrateurs qui suivent tous, ils savent tous où ils doivent aller, mais pourtant, ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas... C'est l'instinct, il y a une conscience. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des espèces comme
les oiseaux et les poissons qui, eux, sont capables de communiquer par télépathie, chose que nous, on laisse de côté lorsqu'on s'incorpore. Alors, c'est une faculté qu'on perd. Alors, ça m'amène à vous parler du voile de discordance dans lequel on vit. Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui, après une longue intro qui était un résumé de la semaine passée. J'aimerais vous parler du fait qu'on vit une expérience d'isolement ici sur Terre et peut-être essayer d'amener des pistes pour qu'on essaie de s'y retrouver un petit peu plus clairement. Donc, ma théorie est la suivante. À observer le genre humain et en fonction de ce que je viens de vous dire, j'aimerais amener la théorie du voile de discordance. Lorsqu'on vient sur Terre, en laissant la conscience libre, si on veut, en limitant notre conscience à un seul point de vue, localisé, ce qui se produit, c'est que on perd toute capacité de comprendre ce que l'autre dit, on perd toute capacité de télécommunication et nos capacités sensorielles sont très limitées. Oui, certaines personnes peuvent avoir quand même une intuition, peuvent être, le terme m'échappe, mais on peut ressentir ce que les autres ressentent. Moi, je suis comme ça. Mais sans pour autant avoir toute l'information de l'autre. Donc, ça m'apporte à dire que lorsqu'on s'incorpore, on vient vivre une expérience de discordance. C'est ça le but. Et on vient sur une planète sur laquelle il y a un voile de discordance. De quelle façon ce voile-là est composé, de quoi il est composé, de quelle façon il est fait, je ne le sais pas. Est-ce que c'est un voile de discordance qui fait partie de l'expérience, qui est divine, si on veut, donc qui est imposé par le contrat d'âme d'une incarnation, ou est-ce que c'est un voile de discordance qui pourrait être imposé par des êtres vivants, qu'ils soient humains ou qu'ils soient d'une autre espèce. Je peux dire extraterrestre, mais en fait, moi, je pense que nous sommes aussi des extraterrestres parce que je crois que la race humaine, on n'est pas le fruit de cette planète-ci. On a été ensemencé ici par modification génétique, etc. Donc, il y a déjà eu, contrairement à ce que les livres d'histoire nous disent, beaucoup de générations avant nous de types d'êtres humains différents, certains qui nous ressemblent, d'autres qui ne nous ressemblent pas. Donc, est-ce que ce serait une race autre? On peut penser à une race de reptiliens, une race de... Il y a les... comment est-ce qu'on les appelle? Les mantes, ceux qui ressemblent à des mantes religieuses, ou enfin, bref. Est-ce que ce serait des gens comme ça, ou simplement des gens malveillants, des gens beaucoup plus vieux que nous, qui feraient en sorte que ces gens-là contrôlent un peu, hein, tu sais, comme... Comment la reine ou le roi aujourd'hui ont pu être reine et roi? Comment ils ont acquis, ils n'ont pas été élus, hein? Comment ils ont acquis ça, comment ils ont été positionnés là, bien, je veux dire, c'est libre à bien des interprétations, mais il y a de fortes chances que, chose certaine, c'est que ça remonte à plusieurs générations, il y a de fortes chances que ces gens-là, à la base, leur bloodline, comme on dit en anglais, leur lignée de sang, est bien différente de la nôtre, qui descend des Anunnaki ou de n'importe quel autre... Bon, c'est un domaine, c'est un sujet complet en soi là, que je n'aborderai pas. Mais ça pourrait être ces gens-là qui ont jeté un voile de discordance sur Terre. Et on sait aussi qu'en Antarctique, il se passe bien des choses qu'on ne nous dit pas. C'est interdit de survoler l'Antarctique. Si tu vas en Antarctique, ça doit être dans un voyage autorisé. Tu dois demander la permission. Il y a seulement certains endroits où tu peux aller. Donc, qu'est-ce qui se cache en Antarctique? Difficile à dire, mais il y a des hypnoses régressives qui nous apportent à croire
qui témoignent et qui nous apportent à croire qu'il y a des cités là-bas et que beaucoup de décisions partent de là. Beaucoup de meetings de ces gens-là qui contrôlent le monde, les gens cachés, contrôleraient le monde à partir de cet endroit-là. Et il pourrait y avoir, à partir de là, des ondes émises sur la planète Terre qui font en sorte que c'est ça qui jette un voile de discordance et qui nous empêche d'avoir la télépathie et tous les autres sens qu'on devrait normalement avoir. Et c'est ce voile de discordance-là qui, finalement, qui fait le chaos sur Terre. Donc, l'humain a dû apprendre à s'exprimer par le langage au lieu de par la pensée, la télépathie. Et déjà là, en soi, ben, on a déjà une confrontation quand il y a des gens qui ne parlent pas la même langue et qui ne développent pas les mêmes cultures. Déjà là, on vit un petit peu en confrontation. Des fois, ça peut être harmonieux, cette confrontation-là. Des fois, ça peut donner lieu à des guerres. Et ça apporte aussi, ça conduit aussi à des religions. Hein. Tout ça, c'est tout relié ensemble. Donc, cultures différentes, religions différentes, croyances différentes, croyances différentes, bien, confrontation, guerre. Alors, tout ça, ce sont tous des choses. C'est pour ça que j'appelle ça un voile de discordance, parce qu'à mon avis, c'est pas logique qu'on s'incorpore, qu'on vienne vivre une expérience matérielle, physique, et qu'on perde tous ces sens-là qu'on a avant. Alors, il y a un voile de discordance, il y a un voile qui nous coupe de beaucoup de des capacités, des fonctions de notre âme et qui affecte la conscience, qui fait en sorte qu'on a tous une expérience qui est localisée, une expérience d'isolement, qui est mon prochain point. Je vais juste regarder si je n'aurais pas oublié quelque chose. D'accord. Alors, par rapport au voile de discordance, ce que je peux rajouter, c'est que le fait qu'on a tous des cultures, des points de vue différents, même dans la même nationalité, même au Québec, on l'a vu là, dans les 5 dernières années. Il y a des gens qui pensent complètement différents de nous, puis il y a nous on pense tous pareil, mais non, même dans le groupe des gens qu'on appelle les gens en conscience, les éveillés, il y a même de la discordance là-dedans, et il y en a même beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'on est éveillé ou pas éveillé là, qu'on est à l'abri du voile de discordance. On évolue encore dans ce voile-là, ce qui fait en sorte qu'on a tous des interprétations différentes, des interprétations multiples de ce qu'on vit, de ce qui se passe sur la Terre, des perceptions différentes. Et on ne vit pas tous la même chose. C'est pour ça que des fois, tu parles à des gens, tu dis, je ne peux pas croire que cette personne-là, elle voit ça dans ce récit-là ou dans... Moi, je vois tout l'inverse. Alors, ça explique un peu ça. Donc, ce voile de discordance-là nous amène à vivre une expérience d'isolement. On est, chacun d'entre nous, isolé dans notre expérience de vie. On se sent seul, mal compris souvent, ce qui nous apporte à faire des associations par similitude de point de vue. C'est exactement ce qu'on a vécu dans les 5 dernières années. Ceux qui avaient un point de vue semblable face à ce que les gouvernements nous ont fait vivre, ben, on s'est regroupés, on s'est retrouvés. Et on s'est associés par un point de vue semblable. On ne se connaissait pas, on a appris à se connaître depuis, mais ce qui nous a unis lors des marches, lors des rassemblements qu'on a faits, c'était une similarité de point de vue. Alors, notre expérience d'isolement nous amène à chercher des points de repère comme ça. Et on a tendance à s'associer avec les gens qui pensent comme nous. Avez-vous remarqué aussi un autre exemple bien simple? Avez-vous remarqué comment les fumeurs se tiennent ensemble et les non-fumeurs se tiennent ensemble? Et comment, quand on était jeune, ou encore aujourd'hui, je suis certain que c'est comme ça dans les écoles, comment les Asiatiques se mangent ensemble et que les Blancs mangent ensemble et probablement que les Noirs mangent ensemble. C'est des associations par similarité.
c'est ce que notre expérience d'isolement nous porte à faire. On est tellement seul et isolé, on cherche à s'associer. Et on a également, ça donne également un besoin d'appartenance très élevé. Ça, on a pu l'observer, et on l'observe tout le temps, là, mais on a pu l'observer énormément dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique, j'ai baigné là-dedans pendant plusieurs années. Et on constate rapidement que, bon, j'en ai parlé souvent, il y a peut-être 200 artistes sur 10 000 qui ont tous les meilleurs jobs, puis qui travaillent, puis qui sont des visages connus au Québec, et c'est comme ça partout. Aux États-Unis, j'ai entendu dernièrement là, que c'est de l'ordre de 200, quelques milliers d'artistes là, dans la SAG. Ici, dans l'Union des artistes, on doit être aux alentours de 10 000 aujourd'hui. Je suis sorti, j'ai plus le bottin, donc je ne suis pas capable de compter combien on est. Mais anciennement, on était à peu près ça, 10 000. Et ce qui fait que tous ceux qui ne travaillent pas ont un désir très, très, très élevé de vouloir appartenir à la clique. C'est pas pour rien que ce terme-là est apparu dans le milieu artistique, la clique du plateau. C'est à peu près, en tout cas une majorité, c'était comme ça dans le temps, c'est peut-être un peu moins comme ça maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du plateau pour aller dans le Myland et différents autres endroits, là. Et même en banlieue, on le voit aussi beaucoup maintenant. Mais n'empêche que les gens les plus populaires, les gros noms, têtes d'affiches qu'on connaît, ces gens-là ne veulent pas perdre la notoriété qu'ils ont, donc ils sont obéissants à ce qu'on leur demande de faire. C'est des artistes, vous ne savez peut-être pas, là, mais ces artistes-là, pour un simple contrat, un rôle principal dans une série télé, un artiste peut gagner facilement 500 000 $ par année, là. Puis elle a peut-être d'autres contrats ailleurs aussi, là. Alors, c'est très, très, très payant. Un type comme L'Écuyer, qui animait plein d'émissions de télé, là, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il fait, parce que je n'écoute pas la télé, mais il animait plein de choses il y a plusieurs années. Je ne sais pas comment ce qu'il faisait par année, mais probablement dans le million annuellement. Et des lecteurs de nouvelles comme ceux qu'on connaît, qui se sont amusés à faire la propagation de la propagande dans les années qu'on vient de connaître, bien, probablement que ça se chiffre dans le million aussi, leur salaire. Là. Je ne pourrais pas me prononcer avec certitude, mais ça demande, être chef de pupitre, là, ça demande énorme. Tu n'as pas de vie. Ta vie est consacrée, tu sais, un Bruno, là, un Pierre Bruno, ou je ne connais pas les autres noms, bien, tu n'as pas de vie. Alors, tu travailles du matin au soir, puis tu t'informes, mais tu es payé astronomiquement. Alors, ces gens-là, ne voulant pas perdre leur poste, ils font ce qu'on leur dit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive des 9800 autres? Bien, dans le but de vouloir tellement appartenir à cette gang-là, dans le but d'avoir des rôles, ils vont tous dire la même chose. Ils vont jamais rien contredire. Et ça va devenir des personnes, des artistes, mais des personnes d'abord très, très, très manipulables. Et ils le sont sans même s'en rendre compte. Ils veulent tellement penser comme leur modèle, pour ne pas dire dans certains cas leurs idoles, mais leur modèle. Hein? Moi, j'aurais bien aimé avoir une carrière comme Roy Dupuis, Patrick Huard, Claude Legault, parce que c'est des gens, des hommes de mon âge. J'aurais bien aimé ça, avoir une carrière, même si je suis rentré très tardivement. Moi, en revanche, j'étais pas prêt à sacrifier mon intégrité, ma façon de penser pour me conformer, pour appartenir. Parce que je ne suis pas le seul, là, je ne suis pas un champion du monde, là, mais je suis une personne qui n'a absolument pas le besoin d'appartenance. Je vous dirais même que je l'évite. J'évite toutes les étiquettes qu'on peut donner dans la société. J'essaie je veux dire, une des choses que je fuis le plus, moi, c'est d'appartenir à des clubs. Parce qu'on tombe dans ce narratif-là de devoir penser comme tout le monde et devoir entretenir ce besoin d'appartenance-là. Ce qui crée aussi, si tu n'es pas dans le sentiment d'appartenance, bien, ça crée, comme dans mon cas à moi, là, ça crée une discordance, une rivalité par discordance
d'opinion. Ce qui fait qu'un type comme moi, ou transposer ça dans votre milieu, ceux qui me comprennent, c'était à peu près impossible que je puisse appartenir, qu'on m'accepte, qu'on m'ouvre les bras dans ce milieu artistique-là, parce que j'ai pas le besoin d'appartenance, ce qui fait que je suis pas manipulable dans mes pensées, dans mes opinions, et je vais pas me soumettre pour avoir des jobs. En revanche, je suis plus du genre à essayer de performer, à essayer d'être un des meilleurs, à essayer d'être le meilleur, à faire plus que tous les autres, à travailler plus fort que tous les autres, pour que, de par mon talent, si j'en ai un, en tout cas, le but, c'est d'en avoir un et d'avoir beaucoup de talent, me faire repérer et d'être accepté et d'être reconnu comme étant un des grands artistes québécois. Donc, moi, c'est comme ça que je pense. Le besoin d'appartenance, j'en ai pas besoin. Je veux pas, je ne tiens pas à faire partie. Je ne cours pas après les trophées non plus, bien que j'en ai eu énormément dans une carrière précédente par le passé. Je ne cours pas après ça. Moi, je suis une personne de performance dans le sens où est-ce que je suis une personne, je suis une personne qui veut toujours bien faire. Alors, qu'importe ce que je vais faire, ce vers quoi je vais mettre mon énergie, et là, je m'excuse de parler moi, mais c'est dans le but que vous fassiez votre propre référence vous-même. Moi, je suis une personne qui va essayer d'être bon au lieu d'essayer de têter ou de m'adapter à. Alors, ça crée des divergences d'opinion et c'est ce qui fait des clans aussi. Donc, si tu ne te plies pas au désir élevé d'appartenance, bien, tu clashes avec le reste et tu es mis à part. Oui, parce qu'il y a une loi non écrite pour appartenir à un groupe qui est celle de devoir se conformer. C'est une loi non écrite, mais c'est comme ça. Tu dois te conformer si tu veux appartenir à un groupe. Donc, on ne pouvait pas s'attendre. Il y a quelques braves là, qui ont risqué, mais ça, dans certains cas, on l'a vu, ça a affecté aussi leur carrière. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ces artistes-là se mettent à penser différemment et à dénoncer parce qu'ils auraient perdu leur appartenance et ils auraient été mis à l'écart, comme on en a vu peut-être une dizaine, douzaine, quinzaine à qui c'est arrivé. Ça m'amène à essayer de parler de solutions, là. Alors, sans harmonisation de nos consciences, le chaos est inévitable. Comment on peut faire lorsqu'on vit lorsqu'on a une conscience localisée puis qu'on perçoit la vie différemment et qu'on est constamment en compétition avec les autres, à essayer de se justifier, de se valider, de s'associer, mais aussi de rentrer en conflit, en attaque contre les gens qui ne pensent pas comme nous. Comment on fait pour vivre dans une société comme ça? Bien, ça demande un effort, premièrement. Premièrement, il faut le réaliser. Je ne sais pas si le bruit, il y a un gros bruit là, derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez. On doit essayer de comprendre l'autre, mais ça prend une volonté pour ça. Il faut d'abord prendre conscience de ce que je vous dis. Il faut être capable de mettre le focus du jugement, non pas sur l'autre, non pas sur le camp adverse qui ne pense pas comme nous, mais mettre le focus du jugement sur nous. Donc, nous analyser nous-mêmes. Est-ce que ma façon de penser est la bonne? Et au lieu d'essayer d'apprendre à l'autre notre façon de penser, dire non, non, tu es dans l'erreur parce que ci, parce que ça, on l'a vu avec les mesures qui nous étaient imposées. Tu sais, fais ça puis ferme ta gueule parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, les spécialistes disent ça. Bien, ça, c'est leur spécialiste, mais il y a des spécialistes des deux bords. Parce qu'il y a de la discorde là, dans tous les degrés de la société. Donc, il y a des médecins qui sont contre le narratif général. Et donc, on doit mettre notre jugement plus, le prendre sur l'autre, le revirer vers soi pour s'auto-analyser. Et au lieu d'essayer d'apprendre à l'autre quoi faire, on doit essayer d'apprendre de l'autre c'est quoi sa vision. Parce que vous savez, on a souvent tendance à se justifier, à dire à l'autre non, c'est pas comme ça parce que voici ce que j'ai vécu, voici. En faisant ça, automatiquement, on attaque l'autre dans ses croyances. Ce qu'on doit faire, apprendre tout le monde,
c'est à être à l'écoute et d'écouter l'autre, voir qu'est-ce qui peut m'apprendre cette personne-là, qui pourrait faire en sorte que je pourrais comprendre d'où il vient. Et peut-être qu'il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Et si je vois qu'il est ouvert comme moi, je peux aussi lui dire comment moi je perçois la chose. Là, on rentre dans une discussion, dans un débat, dans un échange. J'aime même pas le mot débat parce que débat impose encore une fois une rivalité. C'est un échange qu'on doit avoir. Si on pouvait arrêter de penser qu'on vit dans un monde de drame, il n'y a aucun drame dans la vie, il n'y en a pas. Il n'y a que des situations à gérer. Il n'y a que des contextes, des situations, mais il n'y a aucun drame. C'est des événements, c'est des situations à vivre avec. La mort, c'est pas un drame. On va tous mourir. Alors, je veux dire, ça serait... Mais c'est une situation, vivre avec le décès d'un proche, un parent, un enfant, quoi que ce soit, ou un ami, c'est une épreuve, mais c'est pas un drame. Donc, on doit mettre le focus de l'apprentissage sur l'autre. On doit essayer d'apprendre de l'autre et non d'essayer d'enseigner à l'autre. On doit essayer aussi d'harmoniser nos fréquences, nos vibrations. Et ce n'est pas dans les fréquences basses qu'on va s'harmoniser, c'est dans les fréquences élevées, c'est dans la compréhension de l'autre, c'est dans l'amour pour l'autre. Donc, si on arrêtait d'être entêté à penser que c'est nous qui avons la vérité, et on ne comprend pas pourquoi l'autre, là, puis on se fâche parce que l'autre est d'un point de vue adverse, si on le faisait en conscience, en vibration élevée et harmonieusement, les messages passeraient nettement mieux. On doit arrêter de vouloir toujours avoir raison et de toujours se justifier auprès de l'autre. C'est absolument pas constructif. Et on doit accepter qu'une autre opinion que la nôtre soit meilleure. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, je vais conclure là-dessus. Je suis rendu à mon 30 minutes. J'espère que ça aurait été constructif pour vous. Et bonne réflexion.